Pourquoi as-tu des rêves immenses, des plans clairs, et pourtant tu ne bouges toujours pas? Pourquoi dis-tu chaque jour «je commence demain» et ce demain n'arrive jamais? Es-tu vraiment paresseux ou ton cerveau te sabote-t-il sans que tu ne le remarques? Il y a une raison profonde pour laquelle tu échoues même quand tu le désires ardemment. Et le plus inquiétant est ceci: cela n'a rien à voir avec la discipline. Reste, car quand tu comprendras cela, ta façon d'agir changera radicalement. Pendant longtemps, on t'a fait croire que le problème, c'était toi, que si tu n'agis pas, si tu procrastines, si tu abandonnes tes objectifs, c'est parce que tu es paresseux ou faible. Mais le contenu original clarifie les choses dès le début. La paresse n'est pas un trait de personnalité, c'est un comportement que le cerveau apprend pour se protéger. Ton esprit n'est pas conçu pour poursuivre de grands rêves, mais pour éviter la douleur et économiser de l'énergie. Chaque fois que tu fais face à une tâche difficile, incertaine, ou qui n'offre pas de récompense immédiate, le cerveau l'interprète comme une menace. Non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle demande un effort sans garantie de plaisir. Et quand cela arrive, il active un mécanisme automatique: l'évitement. C'est pourquoi il ne t'en coûte pas de regarder des vidéos, de consulter ton téléphone ou de perdre ton temps, mais il te semble presque impossible de commencer ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse biologique. Le cerveau cherche le confort, le connu et l'immédiat. Tout le reste est perçu comme un risque. Le problème apparaît quand tu répètes ce schéma jour après jour. Chaque fois que tu évites d'agir, tu renforces l'idée que fuir est la bonne option. Avec le temps, ce comportement devient une habitude, et c'est alors que la culpabilité arrive. Tu te juges, tu te compares aux autres, et tu penses que quelque chose en toi est brisé. Mais ce n'est pas le cas. Le contenu insiste sur le fait que comprendre cela est fondamental, car cela change complètement la perspective. Si la paresse était ce que tu es, il n'y aurait pas de solution. Mais si ce n'est qu'un schéma appris, alors il peut être désappris. Et c'est le véritable point de départ de tout changement durable. Avant de parler de discipline ou de motivation, il faut d'abord comprendre comment ton cerveau réagit face aux grands objectifs. Car c'est là que commence le véritable problème. Quand tu te fixes un grand objectif, il ne se passe pas ce que tu imagines. Il n'y a pas de vague d'énergie ni de clarté. Au contraire, le contenu original explique que le cerveau entre dans un état d'alarme silencieuse. Tu ne le remarques pas consciemment, mais à l'intérieur, quelque chose de décisif se produit. L'esprit détecte l'incertitude, la complexité et l'effort prolongé. Pour le cerveau primitif, un grand objectif n'est pas inspirant, c'est une menace. C'est trop abstrait, trop lointain et sans récompense immédiate visible. Dire «je veux écrire un livre», «je veux changer de vie» ou «je veux lancer une entreprise» ne donne pas au cerveau un chemin clair. Cela ne lui montre qu'un immense espace d'effort sans garantie. Et quand il n'y a pas de garantie, la réaction automatique est de s'arrêter. C'est ici que beaucoup de gens s'embrouillent. Ils croient qu'ils n'agissent pas parce qu'ils ne le veulent pas, n'avent pas assez. Mais le contenu est clair. Plus l'objectif est grand et flou, plus il est difficile de commencer. Le cerveau ne sait pas par où débuter, et face à cette confusion, il choisit l'inaction. Cela explique pourquoi tu peux passer des semaines à penser à un but sans faire un seul pas concret. Ce n'est pas un manque de désir, c'est un manque de clarté opérationnelle. Le cerveau a besoin de tâches petites, concrètes et gérables pour se sentir en sécurité. Quand il ne les a pas, il passe en mode évitement. L'erreur la plus courante est d'essayer de se forcer à agir en grand dès le premier jour. Cela ne fait qu'augmenter la résistance interne. À l'inverse, le contenu propose une idée clé: réduire l'objectif jusqu'à ce qu'il cesse de faire peur. Ne pas éliminer l'ambition,
mais la diviser en actions si petites que le cerveau n'ait aucune raison de fuir. Quand tu fais cela, quelque chose change. L'esprit cesse de voir une montagne impossible et commence à voir un seul pas. Et ce pas, aussi petit soit-il, est suffisant pour briser la paralysie initiale. Mais même avec de petits objectifs, il y a un ennemi qui reste présent. Et cet ennemi, c'est de compter sur la motivation. Beaucoup de gens croient que le jour où ils ressentiront la bonne motivation, tout changera. Que lorsque l'énergie, la clarté ou l'envie apparaîtront, ils agiront enfin. Cependant, le contenu original démonte cette idée avec force. La motivation n'est pas une base fiable pour le changement, c'est une émotion passagère. La motivation apparaît quand quelque chose est nouveau, excitant ou quand nous imaginons le résultat final. Mais elle disparaît dès que le processus devient répétitif, inconfortable ou ennuyeux. Et la plupart des objectifs importants sont exactement cela. Longs, monotones et remplis de moments peu gratifiants. Compter sur la motivation, c'est comme compter sur la météo pour planifier sa vie. Les personnes qui semblent disciplinées ne le sont pas parce qu'elles en ont toujours envie, mais parce qu'elles ont construit des systèmes qui fonctionnent même quand l'envie n'est pas là. Le contenu explique que l'action ne doit pas dépendre de ce que tu ressens, mais de ce qui est programmé. Des horaires clairs, des routines simples et des décisions prises à l'avance éliminent la friction mentale. Quand tout dépend de la motivation, chaque jour devient une négociation interne. Est-ce que je le fais maintenant ou plus tard? En ai-je envie ou non? Cette négociation consomme de l'énergie et finit presque toujours par de la procrastination. En revanche, quand la décision est déjà prise à l'avance, le cerveau ne discute pas. Il exécute simplement. Ce changement d'approche est crucial. Il ne s'agit pas d'être plus fort mentalement, mais d'être plus intelligent avec son environnement et ses habitudes. Le contenu souligne que même les personnes les plus performantes ont des jours sans envie. La différence est qu'elles n'attendent pas de se sentir bien pour agir. Mais même avec des systèmes et des routines, un autre obstacle puissant continue de saboter tes efforts sans que tu ne le remarques. La recherche constante de plaisir immédiat. Le contenu original signale un problème qu'il est impossible d'ignorer aujourd'hui. Nous vivons entourés de stimuli conçus pour capter notre attention et nous offrir un plaisir immédiat. Réseaux sociaux, vidéos courtes, notifications constantes. Tout est optimisé pour générer des pics rapides de dopamine avec un minimum d'effort. Le cerveau apprend très vite. Quand il découvre qu'il peut obtenir une sensation de récompense en quelques secondes, il commence à comparer tout le reste à cette facilité. Face à cela, toute tâche importante, lente ou complexe, semble ennuyeuse, lourde et peu attrayante. Non pas parce qu'elle l'est réellement, mais parce qu'elle est en concurrence avec des stimuli artificiellement intenses. Ici, quelque chose de clé se produit. Ce n'est pas que tu as perdu tout intérêt pour tes objectifs, c'est que ton seuil de dopamine est déréglé. Le contenu explique que plus tu consommes de gratification instantanée, moins tu as de tolérance pour l'effort prolongé. Ton cerveau devient impatient. Il veut des résultats rapides ou rien. C'est pourquoi, même quand tu t'assieds pour travailler, ton esprit cherche des excuses pour s'échapper, consulter son téléphone juste une minute, ouvrir un onglet de plus, se distraire sans s'en rendre compte. Ce n'est pas un manque de contrôle, c'est un conditionnement. Le cerveau a appris que fuir est plus plaisant que de rester. La solution proposée par le contenu n'est pas une volonté extrême, mais de redessiner l'environnement. Faire en sorte que les distractions soient difficiles et que la bonne action soit la plus simple possible. Supprimer des applications. Bloquer les accès. Préparer l'espace de travail à l'avance. Quand tu réduis l'accès au plaisir facile, quelque chose de surprenant se produit. Les tâches importantes cessent de paraître si insupportables. Elles ne deviennent pas magiquement amusantes, mais elles deviennent tolérables.
et cela suffit pour avancer. Cependant, même quand l'environnement est en ta faveur, il existe encore un obstacle final, le moment exact où tu dois commencer. Et c'est là qu'entrent en jeu des règles simples qui changent tout. Le contenu original introduit ici une idée apparemment simple, mais extrêmement puissante. Le plus grand ennemi n'est pas la difficulté du chemin, mais le commencement. Commencer est le point où la plupart des gens échouent, non pas parce que la tâche est impossible, mais parce que le premier pas semble disproportionnellement lourd. La règle des 2 minutes surgit comme une réponse directe à ce problème. Le principe est clair. Si une tâche semble trop grande, réduis-la jusqu'à ce que tu puisses la faire en seulement 2 minutes. Pas pour la terminer, mais seulement pour commencer. Le cerveau ne résiste pas à quelque chose qui semble petit et inoffensif. Quand tu dis « je vais travailler 2 minutes », l'esprit cesse d'activer des alarmes. Il n'y a pas de menace, pas d'engagement à long terme, juste 2 minutes. Mais une fois que tu commences, quelque chose change. Le contenu explique que l'action génère un élan. Et cet élan fait que continuer est beaucoup plus facile que de commencer. Cette approche brise une croyance dangereuse. L'idée que tu dois te sentir prêt avant d'agir. En réalité, c'est l'inverse. C'est l'action qui crée la sensation d'être prêt. Chaque petit mouvement réduit la friction mentale et augmente la confiance. Le texte original insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, mais de collaborer avec le cerveau au lieu de lutter contre lui. Si tu sais que ton esprit évite ce qui est grand, présente-lui ce qui est petit. Si tu sais qu'il fuit l'effort, propose-lui des étapes gérables. Avec le temps, ces débuts minuscules construisent des habitudes solides, pas parce que chaque séance est parfaite, mais parce que la répétition constante élimine la résistance initiale. Le progrès réel ne naît pas de grandes explosions d'efforts, mais de commencements constants qui semblent insignifiants. Mais même avec cette règle, il existe encore un moment critique. Ces secondes avant d'agir, quand le cerveau tente de te convaincre de ne pas le faire. Pour cet instant précis, le contenu propose un autre outil clé. Le contenu original indique clairement que le véritable changement ne se produit pas quand tout va bien, mais quand tu n'en as pas envie, que tu es fatigué ou démotivé. C'est là qu'un système fait la différence, car les jours difficiles ne sont pas l'exception, ils sont la règle. Un système ne dépend pas de la volonté, il dépend de la structure. Le texte explique que lorsque tu décides à l'avance du moment, du lieu et de la manière dont tu vas agir, tu élimines le besoin de réfléchir. Et quand tu n'as pas à réfléchir, il n'y a plus de place pour l'excuse. Le cerveau suit simplement le script. C'est pourquoi les personnes qui progressent de façon constante ne se demandent pas chaque jour quoi faire. Elles le savent déjà. Elles ont des blocs de temps définis, des tâches claires et un environnement préparé. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la clarté. Et la clarté réduit radicalement la friction mentale. Un autre point clé est de baisser le standard initial. Le contenu insiste sur le fait que tenter de tout faire parfaitement dès le début est une manière élégante de ne rien faire. Un système efficace donne la priorité à la régularité plutôt qu'à la qualité initiale. Mieux vaut mal faire que ne pas faire, car ce qui est imparfait peut être amélioré, ce qui n'existe pas, non. L'importance d'éliminer les décisions inutiles est également abordée. Plus tu avais de choix à faire, plus tu consommes d'énergie. Un système bien conçu réduit ses décisions au minimum. Même horaire, même endroit, même rituel de début. Tout cela dit au cerveau qu'il n'y a pas de négociation. Finalement, le contenu souligne qu'un système n'est pas une prison, c'est un filet de sécurité. Les bons jours, il te propulse. Les mauvais jours, il te soutient. Et avec le temps, cette répétition constante redéfinit ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie de commencer, tu es quelqu'un qui fait, tout simplement. Il ne reste qu'une dernière pièce pour clore tout ce processus. Comprendre pourquoi ce changement,
bien qu'il semble petit, a un impact profond et durable sur ta vie. Le contenu original se conclut sur une idée puissante qui relie tout ce qui précède. Le changement durable ne naît pas d'un moment d'inspiration, mais de l'identité que tu construis à travers des actions petites et répétées. Ce n'est pas ce que tu fais une fois, c'est ce que tu fais même quand personne ne te regarde. Chaque fois que tu commences même sans en avoir envie, tu envoies un message clair à ton cerveau. Tu ne lui dis pas « je suis motivé », tu lui dis « je suis quelqu'un qui agit ». Et ce message, répété jour après jour, commence à remplacer l'ancien récit de doute, de culpabilité et de procrastination. C'est pourquoi le texte insiste sur le fait que tu ne dois pas t'obséder par des résultats rapides. Le véritable progrès se produit en silence. Un jour, tu te rends compte que tu ne négocies plus autant avec toi-même, que commencer ne fait plus aussi mal, que l'effort, bien qu'il soit toujours là, cesse d'être un ennemi constant. Le cerveau apprend par la preuve, pas par les promesses. Il ne se soucie pas de ce que tu dis que tu feras demain. Il enregistre seulement ce que tu as fait aujourd'hui. Chaque petit pas, aussi insignifiant soit-il, s'accumule. Et avec le temps, cette accumulation redéfinit ce que tu crois possible pour toi-même. Le contenu indique également clairement que rechuter ne signifie pas échouer. Il y aura des jours où tu ne respecteras pas tes engagements, où tu recommenceras à fuir, où tu auras l'impression de reculer. Mais la différence maintenant, c'est que tu sais pourquoi cela arrive et comment reprendre le chemin. Tu ne t'attaques plus, tu corriges. Quand tu comprends comment fonctionne ton cerveau, tu cesses de lutter contre lui et tu commences à travailler avec lui. Et c'est là que tout change. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu deviens plus stable face à elle. Au final, il ne s'agit pas de vaincre la paresse, ni de trouver la motivation parfaite. Il s'agit de construire un système si simple et humain que même dans tes pires jours, tu continues à avancer un peu. Et ce peu, maintenu dans le temps, change tout.